Élections municipales 2026. Interview des candidats pour la mairie de Douai. Stéphanie Stiernon, liste Les Verts, Douai Collectif. Stéphanie Stiernon, bonjour. Bonjour. Alors Stéphanie Stiernon, vous êtes tête de liste de la liste Douai Collectif, liste écologiste. On va parler de votre programme, mais avant tout de votre candidature. Vous avez été élu dans la majorité, vous avez quitté cette majorité juste avant les élections et vous vous présentez avec votre propre liste. Qu'est-ce qui motive cette initiative ? Alors, juste une petite rectification au passage, qui est un détail. J'ai pas quitté la majorité, on m'a écarté de la majorité. Ça, c'est une première chose. Pourquoi on a décidé de se présenter au premier tour ? On a fait un cycle de négociations avec les différents partis de gauche, pour ne rien cacher. Donc avec le PS, le PC, avec LFI également. Et on n'est pas tombé d'accord sur un certain nombre de choses, et notamment avec le PS, puisque c'est un peu la question ici, sur la question du partage du pouvoir de décision entre élus. Et pour nous, c'est quelque chose d'important, puisque en fait, si on ne sait pas partager le pouvoir de décision entre élus, comment le partager avec la population ? Et donc ça nous a semblé une dissension suffisamment importante, sachant qu'on avait également une deuxième dissension, un deuxième désaccord, qui était la question d'intégrer dès le premier tour dans la liste des personnes qui avaient une sensibilité ou qui étaient même cartées au centre droit. Pour nous, dès le premier tour, c'était pas une bonne initiative que de faire ça. Donc sur cette base-là, on a porté au vote, comme on le fait chez nous habituellement, chez les écologistes, on a porté au vote des adhérents les différents scénarios pour le premier tour, et il y a eu un vote pour une présentation au premier tour en autonomie. Et donc travailler sur nos thèmes autour de l'écologie et du social dès le premier tour, et puis appeler par contre à une union au second tour. Ça, nous, on a toujours été clairs sur le sujet. Il va falloir être responsable et faire preuve de sang-froid au second tour. Donc on appellera à une union de gauche, qu'on soit en première position ou pas. Au-delà d'une autre façon de faire, d'une autre gouvernance, pourrait-on dire, est-ce que vous proposez au final un autre projet que celui qui est porté par l'équipe du maire sortant ? Alors effectivement, on a un certain nombre de sujets, mais on l'avait déjà senti dans le mandat en cours de 2020 à, disons, 2025. On a un certain nombre de sujets sur lesquels on souhaite porter davantage les questions d'écologie. Alors si je prends un exemple, au niveau de l'agglo, par exemple, puisque quand on candidate pour des élections municipales, on candidate aussi pour des postes à l'agglo. Au niveau de l'agglo, nous, on est clairement pour la préservation des ressources du territoire et surtout du foncier, donc contre l'artificialisation des terres. Ça, c'est quelque chose qu'on affirme assez clairement, ce qui est peut-être moins important pour certains de nos anciens colistiers de 2025, mais ça, c'est un sujet important, c'est un sujet où on va retrouver des différences, ça c'est évident. On avait retrouvé des différences également sur la question du stade synthétique, mais ça s'est senti dans les différentes communications autour de ça en 2025. Alors pourquoi la question du stade de foot synthétique était compliquée pour nous ? Là aussi, parce qu'on a des enjeux en matière d'écologie et de santé qui nous paraissent absolument pas atteints sur ce sujet-là. Donc un stade synthétique aujourd'hui, c'est la bombe écologique de demain. C'est des microplastiques qui de toute façon vont se disséminer sur le terrain et aux alentours. C'est une artificialisation des sols parce qu'il y a une couche de bitume en dessous et donc pas d'infiltration des eaux. Et puis c'est des problèmes d'articulation pour les gamins qui jouent dessus, etc. Donc là on a déjà deux exemples de sujets sur lesquels effectivement on n'est pas en accord parce qu'en fait nous on pense qu'il faut aller plus loin en matière écologique notamment. Et malgré ces désaccords, vous dites demain, entre deux tours, on pourra se mettre d'accord sur un projet commun ? Alors c'est là, effectivement, où je disais tout à l'heure, il va falloir faire preuve de sang-froid et de responsabilité. On va se dire les choses, on est quand même dans un contexte particulier aujourd'hui. Effectivement, il y a un vrai risque de la part du Rassemblement national, on est obligé de regarder ça en face. Ça ne doit pas nous empêcher de travailler sur nos thèmes, il ne s'agit pas de se faire voler la campagne, il faut que chacun sache travailler sur ses thèmes et son programme. Néanmoins, il faut regarder ce risque en face. Moi, je le dis clairement, je ne laisserai pas passer le Rassemblement national à Douai.
c'est clair. Alors, pas tant du fait des personnes, il ne s'agit pas d'une opposition aux personnes, il s'agit d'une opposition aux idées. C'est un parti qui prône encore l'opposition entre les groupes sociaux et qui nous promet une société avec davantage de violence, alors même qu'il parle de la sécurité à tous les étages. Et ça, on ne peut pas laisser passer. Et donc, pour moi, il n'y a qu'une union de la gauche qui peut empêcher ce genre de choses, et c'est l'idée de notre collectif. Alors, la sécurité, c'est quand même quelque chose que les Douaisiens, mais comme dans toutes les autres villes, portent en priorité. Comment faire et répondre à l'insécurité ou au sentiment d'insécurité que vivent les Douaisiens? Alors déjà, je le rappelle souvent, au niveau municipal, la mission de la municipalité en matière de sécurité, c'est de la prévention. De la prévention et de la médiation. C'est comme ça qu'on agit sur la sécurité et c'est le rôle d'ailleurs des polices municipales. J'y reviens très rapidement, je rappelle juste quand même que normalement la police nationale a un rôle de répression mais également un rôle de prévention qui a été détricoté sous Sarkozy avec la suppression des polices de proximité. Donc on a déjà perdu cette mission prévention, ou tout au moins une partie, au niveau de la police nationale. Et on voudrait aujourd'hui réfléchir les moyens de la police municipale pour travailler sur la répression et non pas sur la prévention. Donc on va perdre tout le volet prévention. Sauf qu'en fait, la prévention et la médiation, c'est l'essentiel des travaux en matière de sécurité. Je ne dis pas qu'il faut aucune répression, entendons-nous bien. La répression, elle existe au niveau de la police nationale, elle existe à petite échelle, je dirais, au niveau municipal, avec, on le sait, certains PV, etc. Mais la prévention, c'est vraiment la mission essentielle. Je vais revenir, et je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, sur le grand débat autour de l'armement de la police municipale, par exemple. Nous, on est profondément contre l'armement létal de la police municipale, et y compris contre les pistolets à impulsion électrique, parce qu'en fait, ça passe un message de violence d'emblée. C'est un peu ce que je disais dans d'autres instances. À partir du moment où le policier ou la policière municipale est sur l'espace public avec une arme létale ou un pistolet à impulsion électrique à la hanche, il n'a rien fait, elle n'a rien fait, rien dit, aucun acte n'a été effectué encore. Le message de violence est déjà là. Sauf que pour assurer la sécurité dans une société, il faut diminuer la violence, il faut pacifier la société. Donc comment on pacifie si, alors qu'il ne s'est rien passé, on a déjà une attitude qui passe un message de violence? C'est quelque chose qui ne convient pas. Et donc nous, au contraire, comme je le disais, ce qu'on souhaiterait, c'est utiliser les fonds, parce que l'armement, par exemple, ça coûte cher aussi. Donc utiliser les fonds plutôt pour assurer davantage de présence humaine sur l'espace public, ça c'est intelligent, pour travailler davantage sur la prévention, et y compris, pourquoi pas, renforcer les équipes de police municipale avec des équipes de médiateurs et de médiatrices, qui viendraient travailler en amont sur la prévention et le dialogue. C'est-à-dire une augmentation tout de même des personnes vouées à la sécurité, que ce soit en termes de médiation ou de policiers municipaux, avec des amplitudes horaires également élargies. Alors ça, c'est quelque chose qui doit se réfléchir, ça doit effectivement s'organiser et ça doit surtout aussi, je pense, être concerté avec la population. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on construit des programmes. On oublie souvent de se dire quel est le réel besoin de la population. On sent que c'est un sujet dont on parle beaucoup, la sécurité. Je pense qu'on en parle souvent mal. On fait souvent de l'affichage. Et d'ailleurs, disons-nous les choses, quand certains prônent plus de caméras et plus d'armement, pour la sécurité, c'est pour faire de l'affichage. Finalement, c'est pas une réflexion de fond. C'est pour dire, voilà, j'ai dépensé de l'argent, je mets des choses qui se voient et ça va avoir un impact. Rien n'est dit, les études sont loin de montrer qu'un impact positif est issu de l'armement et des caméras. Mais donc on en parle beaucoup, on en parle mal et on oublie finalement de bien évaluer le besoin avec la population. Donc là, ce type d'idée du genre on étend les horaires, c'est quelque chose qui doit se concerter avec la population et qui doit se concerter à deux titres. Bien se redire, si on étend les horaires, c'est aussi de l'argent. Donc c'est aussi plus cher. Est-ce qu'on est d'accord pour mettre ces fonds là-dessus ? En fait, c'est ça aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire preuve d'honnêteté auprès des concitoyens et d'arrêter d'afficher des choses comme si elles pouvaient se faire toutes choses égales par ailleurs. Non, à un moment donné, des fonds vont y être dédiés. On va parler également du dynamisme du centre-ville et de l'attractivité du centre-ville. Certains déplorent la vacance commerciale. Centre-ville, comment on fait pour rendre à nouveau un centre-ville attractif, dynamique, dans une ville cernée par les plateformes
commercial? Alors, la problématique est très bien posée. C'est un très bel énoncé de problème parce qu'effectivement, il y a une question d'attractivité qui doit être regardée au niveau du territoire. Et c'est vrai qu'on a un vrai sujet avec ce qu'on appelle l'aménagement commercial, avec les zones en périphérie. Donc, en premier chef, même si ça n'aura pas un effet dans les 15 jours ni dans les 6 mois, il faudrait être intelligent en matière d'aménagement commercial et arrêter de nourrir ce modèle de zone commerciale de périphérie. Parce que ça pose problème au centre-ville de Douai, mais disons-le, aux autres centres-villes de l'agglomération également. Donc ça, c'est une première chose. Soyons vraiment volontaristes sur l'aménagement commercial. Et quand on dit on aménage au niveau commercial les centres-villes, on arrête de mettre de la concurrence à l'extérieur. Ça, c'est une première chose. Ensuite, sur les centres-villes, et donc celui de Douai, puisqu'il s'agit ici de celui-ci, mais c'est valable pour d'autres, ce qu'il faut, c'est absolument varier les usages. Donc le commerce aujourd'hui en centre-ville a toute sa place, bien évidemment, mais on ne peut pas décemment demander aux commerçants d'assurer toute l'animation du centre-ville. C'est beaucoup trop, au vu du contexte actuel, c'est pas possible pour eux. Donc pour favoriser le commerce, il faut favoriser la vie en réalité en centre-ville, et donc c'est assurer de la réhabilitation pour y remettre davantage de logements. Il faut que dans ce centre-ville, on y aille également pour accéder aux services publics, par exemple. Donc il y a une tentative qui a déjà été faite et qui, me semble-t-il, est réussie sur le sujet, c'est la bibliothèque Cœur de Belin, par exemple, où on voit bien que ça amène du flux avec des personnes qui viennent à la bibliothèque alors qu'elles n'y allaient pas forcément avant sur l'autre implantation qui est un peu plus excentrée, à la bibliothèque Marceline. Et par là même, en amenant du flux, ce sont des gens qui, en arrivant ou en repartant de la bibliothèque, peuvent être amenés à s'arrêter dans d'autres commerces, etc. Mais c'est aussi des activités associatives, des activités culturelles. En fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de varier au maximum les usages dans un centre-ville. Et c'est comme ça qu'on y réapporte de l'attractivité. Et puis, bien évidemment, avec de l'événementiel pour venir égayer tout ça et augmenter le flux au maximum. Vous avez évoqué également remettre donc du logement des habitants cœur de ville, la politique pour le logement digne. Parce que c'est très bien qu'il y a du logement aujourd'hui mis à la location parfois qui n'est pas digne, que ce soit dans le domaine privé ou même chez certains bailleurs. Alors, deux questions. Comment on fait avec le secteur privé et quelle relation on engage avec les organismes bailleurs pour la habilitation des logements? Alors effectivement, deux sujets différents. Donc sur le secteur privé, là aussi, il y a un début d'initiative avec le permis de louer et le permis de diviser. Là, on sent bien qu'il va falloir aller plus loin. Aujourd'hui, le permis de louer, le permis de diviser sur la ville de Douai est très sectorisé à quelques rues. Alors, ça a le mérite d'exister, mais c'est pas suffisant. Ça touche pas suffisamment, de manière suffisamment large, la ville de Douai. Donc, il va falloir aller plus loin, même si on le sait. Aujourd'hui, l'agglo doit prendre sa part également sur le sujet, parce que je le rappelle, c'est un sujet qui normalement doit être financé par l'agglo. Aujourd'hui, c'est pas le cas. La ville de Douai y va seule. Donc c'est un handicap, c'est sûr, mais néanmoins il va falloir trouver une solution, quelle que soit la situation, que l'agglo mette des fonds ou pas, il va falloir trouver une solution pour étendre le dispositif. Parce qu'effectivement le logement digne, c'est un vrai sujet, et on ne remet pas des habitants en centre-ville si on n'a pas réglé ce problème de logement digne. Avec les bailleurs, alors la manière de faire est différente, mais le problème est le même. Effectivement, on a certains bailleurs, pas tous, mais certains bailleurs dont on entend beaucoup parler sur le territoire quand même, qui louent des logements infestés de moisissures, de nuisibles, etc. Ça, c'est pas envisageable. C'est pas envisageable humainement, déjà, tout simplement. Avant d'aller plus loin que ça, humainement, on peut juste pas laisser faire. Donc là, il faut absolument être très présent auprès du bailleur. Alors manifestement, aujourd'hui, il y a quelque chose qui bloque, parce qu'on voit bien qu'on a régulièrement, tous autant qu'on est, des remontées de logements qui sont indécent, je vais le dire comme ça, puisque quand on parle d'insalubrité, il faut quasiment que le logement tombe en ruine. Donc on parlera de logement indécent, mais sauf qu'il est déjà interdit de louer un logement indécent. On n'est pas obligé d'arriver à l'insalubrité. Et un logement indécent, je peux déjà vous dire que vous et moi, on n'aurait pas envie d'y vivre. Donc il faut déjà lutter contre. Et donc là, comment on agit là-dessus ? Alors effectivement, en étant présent au conseil d'administration du bailleur en question. Alors ça me semble important que la collectivité soit présente au conseil d'administration du bailleur. Par contre, pas forcément nécessité que le maire ou la maire soit président du bailleur. Ça, je trouve que c'est un peu compliqué. Être président chez un bailleur quand on est maire de la ville, je pense que c'est difficile à tenir. Par contre, être présent au conseil d'administration pour
peser sur les orientations stratégiques, c'est important. Assurer un vrai suivi en commission d'attribution logement, puisque la ville a des membres en commission d'attribution logement, mais il faut assister à ces commissions, il faut peser de son poids dans ces commissions. Et puis, de manière générale, les outils existent, donc il ne s'agit pas de réinventer le fil à couper le beurre, je dirais plutôt que c'est une question de posture. En fait, il faut de l'implication et de l'opiniâtreté sur ce sujet. Il faut suivre le bailleur et il faut absolument lui indiquer en quoi la municipalité souhaite réellement que ces obligations soient remplies, y compris avec un soutien des services de l'État, avec la sous-préfecture par exemple. Quel projet pour les écoles de Douai, surtout à l'aube de la période de la dénatalité? On sait que dans quelques années, il y aura forcément moins d'élèves dans les écoles de Douai. Alors, est-ce qu'on aura besoin toujours autant d'écoles? Est-ce qu'il faudra y penser? Comment on anticipe? Et que faire tout de suite pour adapter l'école aux conditions d'aujourd'hui? Alors en fait, avant même de parler des effectifs démographiques, il nous semble qu'il y a un enjeu fort sur les écoles, c'est l'isolation thermique. Que les effectifs soient amenés à baisser ou pas, c'est pas envisageable de continuer à entendre que certains dortoirs sont pas isolés et qu'il fait 40 degrés l'été, que inversement des salles de classe peuvent être vraiment à des températures extrêmement fraîches l'hiver. Donc il y a vraiment un enjeu en matière d'isolation thermique. C'est important aussi pour la collectivité, alors c'est important pour les élèves, pour les personnels qui y travaillent, mais pour la collectivité aussi, parce que je le rappelle, l'isolation thermique, ça permet juste quand même de dégager des économies budgétaires. On va en avoir bien besoin dans les années qui viennent. Donc ça, c'est vraiment le gros enjeu, c'est l'isolation thermique absolument. Alors après, vous posez une question aussi qui est intéressante sur l'adaptabilité des bâtiments. En creux, c'est un peu ça, c'est l'évolution des bâtiments. Ça, c'est toutes les techniques en matière d'urbanisme circulaire qui consistent à dire, à un moment donné, il faut réhabiliter les bâtiments et idéalement, c'est pas toujours facile à faire, mais idéalement, il faut s'arranger pour qu'ils soient adaptables, évolutifs. Moi, je ne sais pas dire à quoi serviront ces bâtiments dans 30 ans, dans 40 ans. J'en sais absolument rien. Donc, pour que ce ne soient pas les friches de demain, ce serait bien qu'ils soient adaptables aux usages qu'on ne connaît pas encore. Comment on fait ça? En fait, on s'arrange pour que la structure du bâtiment, par exemple, puisse adapter des cloisons, qu'on puisse à souhait retirer, remettre des cloisons sans gros investissements. C'est toute la question du bâti évolutif. Et ça, c'est vraiment une méthode qu'il faut avoir en tête aujourd'hui pour adapter nos villes à l'avenir et ne pas se retrouver avec tous ces bâtiments dégradés qu'on connaît aujourd'hui, qui ont souvent été construits pour une seule fonction et sans envisager un demain inconnu. Alors ça paraît un peu méta de le dire comme ça, mais sauf que c'est la meilleure manière d'adapter les choses pour un avenir proche. Ce que vous dites, c'est valable pour l'ensemble du patrimoine bâti de la ville? Tout à fait, pour l'ensemble du patrimoine bâti et aussi et surtout pour les bâtiments neufs. Parce que quand on construit un bâtiment neuf, on a davantage les coups des franches sur ces sujets-là. Et on l'oublie souvent. On oublie souvent de mettre cette notion d'adaptation. Et je boucle juste aussi sur la notion d'adaptation sur les écoles. Bien évidemment, la question des cours oasis, c'est une vraie question. Le fait de rendre résilientes les cours, de retirer tout ce bitume qu'on retrouve traditionnellement dans les cours de récréation et de pouvoir planter pour générer des îlots de fraîcheur et non pas des îlots de chaleur. Et ça, ce sera forcément utile, même si demain on était sur une école qui ferme, puisque ces espaces pourraient être aussi dédiés à la population et devenir des espaces publics ouverts à l'ensemble de la population du quartier et seront bien utiles dans ce cas-là. On fait parfois le procès aux écologistes d'être excessifs et d'imposer une écologie punitive. Comment on fait pour rendre le projet d'une ville de demain séduisant, compatible, attrayant, pour qu'on ait envie de tenter l'expérience? Alors, 2 éléments de réponse. Premièrement, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'irresponsable à parler d'écologie punitive. Ça, quand même, je tenais à le dire, parce qu'en fait, ce qui risque d'être punitif, c'est de ne pas agir sur l'écologie et c'est de subir les effets du changement climatique. Et bien évidemment, ce sont les classes populaires qui en subissent les effets en premier. Donc, je trouve ça un peu facile de parler d'écologie punitive quand
On est face à des gens qui essayent de régler le problème, en quelque sorte. Ça, c'est une première chose. Comment on fait pour rendre le projet séduisant ? En fait, on montre les effets bénéfiques, tout simplement. On parlait des cours Oasis. Quand vous avez les gamins qui, en plein mois de mai, peuvent quasiment pas jouer dans la cour parce qu'on est en plein cagnard et qui prennent des coups de chaleur, alors qu'ils pourraient être sympathiquement sous un arbre, en plus avoir passé des petites bestioles, à bénéficier de classes ouvertes, d'heures de classe ouvertes, et donc à avoir des enseignements plus inclusifs, avec parfois des enfants qui peuvent avoir quelques difficultés d'enseignement et qui en classe ouverte s'adaptent mieux. Enfin, là voilà, juste en quelques mots, juste sur les cours Oasis, ça donne un peu à voir quelque chose de positif pour demain. Donc, et ça, c'est valable pour tout. En fait, l'idée, c'est de rendre l'écologie accessible. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est ça, c'est que l'écologie soit accessible, qu'elle ne soit pas militante, que les gens puissent avoir des comportements écolos sans même y penser. Je m'explique, aujourd'hui, circuler à vélo pour ne pas utiliser la voiture, moi je le comprends, c'est un acte quasiment militant. Si je le dis vulgairement, on serre les fesses à chaque virage en espérant pas se faire accrocher. Demain, il faut effectivement que les gens puissent circuler à vélo et qu'ils en aient envie, parce que ce sera confortable, parce que ce sera plus économique que circuler en voiture, et voire même plus rapide. Si on n'arrive pas à ça, on n'arrivera pas à une écologie accessible. Et l'objectif, c'est ça, c'est une écologie accessible qui ne soit pas nécessairement une écologie militante, qui soit une écologie facile et qui apporte vraiment un plus aux gens. La liste s'appelle Doué Collectif et vous le disiez en début d'entretien, l'idée c'est de faire autrement et de faire avec la population. Ça veut dire quoi ? Des consultations régulières, des réunions régulières. Comment vous imaginez concrètement ne pas rompre le lien avec la population ? Alors en fait, la consultation avec la population, ça doit forcément prendre plusieurs formes. On a tous des parcours différents, on a tous des modes de vie différents, des disponibilités différentes. Donc en fait, si je prends l'exemple des réunions, on ne sera pas tous en capacité, alors là je me positionne même si j'étais citoyenne, tous les citoyens et les citoyennes ne seront pas en capacité de venir à des réunions publiques. Ça ne marche pas pour tout le monde. Le soir, vous avez parfois les enfants à gérer, enfin que sais-je, etc. Donc pour certains, ce sera efficace. Pour d'autres, il faudra faire autrement. Ça peut être aussi des consultations via Internet, ça peut être des consultations à d'autres horaires de la journée, des consultations dans l'espace public. Il faut absolument varier. C'est comme en formation professionnelle, en fait, comme en pédagogie. On varie les canaux absolument pour récupérer les informations et pour avoir les remontées d'informations. Ça, c'est une question de méthode qui doit être diversifiée. Ça se fait, ça s'organise. Sur le fond, ce qu'on dit, c'est que, alors entendons-nous bien, il ne s'agit pas que ce soit les citoyens qui signent tous les arrêtés du maire ou de la maire. Ce n'est pas ça l'idée. Mais par contre, sur un certain nombre de décisions, à chaque fois que c'est possible, qu'on prenne l'avis de la population. Et notamment sur les projets structurants. On voit encore trop de projets structurants aujourd'hui où on sait que la dépense va être à plusieurs millions, où la population est parfois à peine consultée, ou alors elle est consultée quand le projet est déjà dessiné. Donc en somme, il est trop tard. La consultation, elle va donner lieu au mieux à quelques ajustements, et au pire, à rien du tout. Donc aujourd'hui, on pense qu'à minima, sur les grands projets, il faut absolument que la population soit consultée en amont, donc au moment du besoin, avant même qu'on ait l'idée de dire « je vais construire tel bâtiment pour laisser une trace », parce que c'est souvent un peu ça la motivation. Donc au moment du besoin, déjà, il faut absolument que la population soit consultée. L'ensemble de la population sur les projets structurants, même sur des projets clairement identifiés sur des quartiers de Douai. Enfin, voilà, un projet de Dorigny, l'ensemble de la ville de Douai doit être concerté. Mais bien sûr, si on prend un exemple là sur l'un des projets qui est annoncé par la majorité actuelle, on parle du pôle alimentaire par exemple, qui sera à Dorigny, mais pour autant, il va concerner l'ensemble de la ville. Donc bien évidemment. Et puis on a besoin aussi de mailler les quartiers entre eux. Donc quel autre moyen que de consulter l'ensemble de la population quand il y a un projet qui touche un quartier en particulier ? Conserver malgré tout les comités de quartier ou alors ils n'ont plus lieu d'être ? Oui, si. Alors, les conseils de quartier sont effectivement un bon outil, un outil volontariste, puisqu'en fait, ils ne sont pas obligatoires. Ils sont obligatoires, me semble-t-il, à partir de 60 000 habitants. Donc, on est à 40 000. C'est vrai que la municipalité n'était pas obligée de les mettre en place. Donc, c'est un bon outil malgré tout. Par contre, il nécessite davantage d'implication. Aujourd'hui, c'est vrai que dans ces conseils de quartier, dans la manière dont c'est organisé, on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'une démocratie consultative, qu'il y a une descente d'informations. Il faut vraiment évoluer vers une démocratie participative
participative. La descente d'informations, c'est bien, c'est nécessaire, mais il faut aussi que ça arrive de la base, dans le bon sens du terme, et que les conseillers de quartier et la population de manière générale, puisque ce serait bien d'ouvrir ces conseils de quartier, puissent remonter leurs problématiques. Et en fait, ce qu'on souhaite, alors ce que je dis souvent pour expliquer ça, c'est on souhaite vraiment croiser l'expertise d'usage et l'expertise technique. Alors l'expertise technique, on voit de quoi il s'agit, ce sont les services de la ville, on a de très bons techniciens, de très bons ingénieurs à la ville, qui ont une très grande connaissance technique, mais les habitants, ils ont une expertise d'usage. C'est eux qui savent comment leur rue vit au quotidien, ce qui se passe dans la rue, à quel endroit se trouve tel dysfonctionnement, etc. Et en fait, la personne la mieux placée pour indiquer un problème ou faire une proposition dans sa rue, c'est celle qui vit dans cette rue. Et ça, on veut absolument réussir à mettre au même niveau l'expertise technique et l'expertise d'usage. Stéphanie Stiernon, merci. Merci à vous. C'était Stéphanie Stiernon, candidate à la mairie de Douai, liste Les Verts, Douai Collectif. Interview Hervé Dujardin.